Bonjour à toutes et à tous. Pour continuer sur le thème évoqué avec le manuel de l'astrologue et maître d'école Pierre Achard que nous avons vu la dernière fois, on va s'attaquer à un texte bourré d'abréviations. Alors il paraît un petit peu difficile comme ça vu de loin et il n'est pas évident vu de près, c'est vrai, mais vous allez voir, on va s'en sortir. Oh là là, je sens que je vais encore souffrir, moi. Mais non, tu t'inquiètes à chaque fois, mais regarde, t'es encore là après une vingtaine de vidéos, c'est que ça va. Et c'est censé être un argument, ça? Ouais, bon allez, c'est l'avantage du format vidéo, c'est que tu peux mettre en pause et y revenir plusieurs fois, tranquillement. Allez, pour attaquer ce texte, je vous propose de prendre quelques minutes pour tenter de le transcrire chez vous. Pour ce faire, vous pouvez vous aider du manuel de Pierre Achard, et on va constater si c'est vraiment une aide ou pas. Et vous nous direz en commentaire. En attendant, générique. Le texte que nous allons aborder aujourd'hui est issu des rentes de l'Hôtel de Ville de Rouen. Celui-ci commence en 1543 et il est assez représentatif de ce qui se fait dans le Royaume de France au moment de la rédaction du manuel par le médecin. Même si dans le Nord, la graphie est un peu différente, tu aurais quand même pu choisir un texte qui correspondait mieux à là où l'auteur réside. Oui, j'aurais pu, mais j'ai pas fait. Dans ce registre, les 30 premiers folios sont de la même main. D'ailleurs, c'est un point important. Pour bien transcrire cet acte, vous allez voir qu'il est souvent nécessaire de se fader le registre en entier. Sinon, ce n'est vraiment pas évident. En entier? Mais il y a 642 vues. Bon, tu peux commencer par les actes écrits par le même clerc, ce sera déjà pas mal. Le fait de regarder ce qui se passe avant l'acte qui nous intéresse, mais aussi après, c'est vraiment pertinent. Parce que vous allez vite constater que le rétablissement des abréviations dans notre texte, c'est clairement pas un cadeau. Et en plus, il y a plein de formules dans le manuscrit. Et complètement. L'acte en est littéralement bourré. Elles sont même parfois surprenantes, tant et si bien que ça vaut le coup de croiser les informations. Allez, on attaque directement en se concentrant sur les abréviations. Dudit jour, devant l'édit notaire. Sur cette ligne, on rencontre le débarré. On a expliqué cette lettre dans la vidéo du mois dernier. Je disais donc, on rencontre un débarré dans dudit et l'édit. Dans les deux cas, même si le trait est très léger, voire effacé, le D est bien barré sous la ligne d'écriture. Mais vous voyez quand je vous disais que le débarré est très présent. Rien qu'avec cette ligne, on est gâté. Et ça ne va pas s'arranger. Pour notaire, on est confronté à une abréviation en R. On l'a vu précédemment, cette abréviation est censée ressembler à une apostrophe. Ici, l'auteur signale qu'il n'a pas écrit le mot en entier avec le tilde qui est très prononcé. Du coup, pour comprendre cette ligne, il faut revenir un peu en arrière dans le registre où on apprend que c'est le jeudi second jour d'août 1543 devant Nicolas Doubet et Jean God, notaire à Rouen. Les dix vendeurs vendent ou dit non, afin d'héritage, etc. Une nouvelle fois, on retrouve deux débarrés dans l'édit en début de ligne et ou dit un peu plus loin. Dans ce cas, il s'agit d'un synonyme de audit, mais issu du moyen français. Et c'est un presque synonyme en fait, parce qu'il y a une légère différence dans le sens où ou renvoie à en le, alors que o renvoie à le. Mais enfin, vous voyez l'idée. La subtilité dans la subtilité, tu parles d'une mise en abîme, toi. Le terme de nom orthographié avec un N plutôt qu'un M est un grand classique du genre et il ne faut vraiment pas vous offusquer. Pas davantage d'ailleurs que l'absence de lettre H dans d'héritage, un peu plus loin. On commence à être habitué à force. Et c'est censé être quoi en fin de ligne, là? Le machin là, c'est un etc. Et si tu regardes bien, on en trouve plein dans l'acte qui nous intéresse aujourd'hui. Un etc. Vraiment. Et oui, la locution est très utilisée et peut prendre plein de formes différentes, comme celle-là, celle-ci, voire ce machin-là. Mais si c'est un etc., ça remplace quoi du coup? Ici, il s'agit d'une formule. Wingardium Leviosa. Oh, bravo! Regardez tous! Étant donné que c'est toujours les mêmes qui reviennent dans ce type d'acte, le clerc du registre ne s'embarrasse même plus à les rédiger. Et on ferait pareil que lui.
La formule est ici un grand classique qui serait « les dits vendeurs vendent ou dit non à fin d'héritage pour eux et leurs ayants cause ». Par contre, la dite formule serait un peu différente si c'était une personne physique, puisqu'on aurait pour eux leur femme, ouar et ayant cause. Ah tiens, c'est marrant. On adapte les formules en fonction du contexte. C'est bon à savoir. À la Frari Notre-Dame des Marchands, fondée... Notre est abrégé à l'aide d'une contraction. On a bien le N initial ainsi que le R et le E terminaux. L'adjectif possessif est presque toujours abrégé comme ça. Cette ligne est intéressante puisqu'on apprend que ceux qui contractent une rente de l'hôtel de ville sont les membres d'une confrérie de métier. Une confrérie de métier, Kezako? Ce sont avant tout des associations religieuses fondées sur le patronage d'un saint. Elles sont presque toujours composées de laïcs et dirigées par des administrateurs qui organisent les offices. Et c'est tout. C'est une organisation religieuse pour les laïcs. Ça va un peu plus loin que ça, parce qu'elle structure aussi une aide pour les pauvres et leurs membres. La confrérie de métier est souvent liée à une corporation professionnelle. Il faudra nous faire une vidéo à ce sujet, hein. Ah, j'y pense. On en a déjà un petit peu parlé avec la corporation des maîtres écrivains, mais c'est un sujet à part entière, il faudrait que je trouve le manuscrit idoine. Bref, je disais, cette confrérie de marchands est certainement plus indépendante des influences religieuses. Bref, je disais, cette confrérie de marchands est certainement plus indépendante d'une influence de religieux, et ses membres y entrent de droit, mais pas vraiment par choix libre. Hein. Pam! Tu veux devenir marchand? Tu deviens membre de la confrérie. C'est un peu comme la redevance télé. On ne regarde pas forcément, mais ça coûte de l'argent quand même. Cette confrérie de marchands résulte de la fusion au XVe siècle de deux confréries. Dans le cas présent, il s'agit donc d'une organisation de charité chargée d'organiser la solidarité des laïcs catholiques. Mais c'est une association de professionnels. Effectivement, la confrérie de marchands s'étend à toute la ville et non pas seulement sur une paroisse. L'objectif de cette confrérie est bien de réunir l'élite marchande de la ville. Et concrètement, ça fonctionne comment? Ah, je manque d'informations sur le détail de l'activité de cette confrérie en particulier. Mais on sait qu'elle est durable, comme en témoigne un procès dans lequel la confrérie est impliquée en mai 1650. Et cette procédure nous en dit long. Un procès l'oppose à Geoffrey l'archevêque, un marchand de Rouen qui refuse de devenir maître de la confrérie. Il refuse de devenir le chef? C'est hyper rare ça. Faudrait lui proposer un ministère à ce type-là. Sauf que ça a aussi un coût de devenir maître d'une confrérie. Visiblement, l'affaire l'archevêque est assez trouble. On sait qu'il aurait visiblement accepté de devenir maître dans un premier temps, jusqu'au moment où on lui a demandé de s'investir concrètement. Et là, il montre alors de la répugnance. Mais cela fait déjà 11 mois qu'il est censé être maître. Pour leur défense, les maîtres de la confrérie allèguent une ancienneté de plus de 500 ans. Et l'archevêque serait bien le premier à refuser cet honneur et dignité. Vous imaginez un peu quelle offense! Ils prétendent aussi qu'on choisit parmi les marchands les plus considérables de la ville et qu'il ne peut donc se débiner. Bon bah c'est plié, il devient maître et puis voilà, on n'en parle plus. Sauf que l'archevêque avance quant à lui qu'il est déjà dans d'autres confréries et qu'il est administrateur de l'Hôtel-Dieu. Donc selon lui, ce serait quand même un petit peu abusé que de lui en demander davantage. D'autant plus qu'il n'a jamais été membre de la confrérie de marchands. Et pourquoi pas après tout, ça se tient? De manière plus générale, les confréries témoignent bien de la religion en milieu urbain. Celle-ci est très riche, très diverse et mouvante, tant et si bien qu'on a parfois du mal à s'y retrouver. Ainsi, il est souvent difficile d'établir le nombre de confréries dans une grande ville comme Rouen, mais c'est tout aussi difficile à Paris, à Avignon ou à Gênes. Du coup, je suppose qu'on est censé en trouver un nombre conséquent. Un inventaire dressé par l'archevêque de Rouen à la toute fin du XVIIe siècle relève 92 confréries, par exemple. C'est à comparer avec les 337 confréries à Paris en 1621, alors que la population est 4 fois supérieure à celle de Rouen. En l'église des Cordeliers de cette ville de Rouen. Comme l'indique cette ligne, toute confrérie religieuse doit s'établir dans un sanctuaire afin de permettre l'exercice de son culte. Les confréries font le choix d'établir leur chapelle dans telle ou telle église, et les organisations les plus modestes ornent simplement un autel dédié à leur saint patron. Souvent, le choix des confréries se porte vers les églises avec un couvent. Comme c'est le cas ici avec les Cordeliers. Mais ce n'est pas non plus systématique.
En tout cas, à Rouen, on choisit surtout les églises paroissiales, sauf dans le cas des confréries de métier, comme c'est le cas pour nos marchands. Sur cette ligne, on n'a qu'une seule abréviation par contraction avec église. On a le début avec E, G et L, puis le E terminal. Le tout avec un tilde pour l'église. Et à leurs successeurs, etc. C'est à savoir 50. Cette ligne est déjà plus intéressante. On trouve un nouvel etc. puisque la formule habituelle est à leurs successeurs ayant cause également puisque ce n'est pas non plus une personne physique. Dans c'est à savoir, on trouve un S barré tel que nous l'avons évoqué lors de l'analyse du manuel du maître d'école. Et là, si on regarde dans l'ouvrage d'Achard, c'est la tuile. Il ne propose pas de S barré en position médiane. On a de nombreux autres exemples avec ce même terme abrégé de cette manière. C'est vraiment un grand classique. Dans 50, on trouve un tilde de nasalisation qui fait seulement sauter la lettre N qui est une lettre nasale. Et donc, il se prononce avec un son nasal. Tout à fait. Tu as remarqué le N tilde là? Il ne suit pas un E comme je te le disais justement. On a donc bien là une application concrète du problème du classement proposé par Achard. Si on regarde dans le détail, l'option n'est même pas envisagée par l'astrologue. Livre tournoi de rente à héritage par an A. Sur cette ligne, on a une abréviation par suspension assez classique pour tournoi. On dispose de pas mal d'autres exemples du même genre. Ah oui, et n'oubliez pas qu'ici, un héritage, c'est un bien immeuble qui peut donc être bâti ou non. Les héritages s'opposent aux meubles. Payé aux 4 termes, etc. Premier Noël prochain. Le etc. ici remplace la formule qui veut que ce sont les termes accoutumés à Rouen ou éventuellement les 4 termes de l'année. Je vous mets à l'écran un exemple de Paris en 1559. Et y a pas à dire, hein, ça pique un petit peu. Dans la famille des Baclay, je demande la formule des 4 termes de maître Thomas Perrier. Le festival des P spéciaux commence avec cette ligne. À quelques mots d'intervalle, on trouve un P tilde et un P bouclé. Dans premier, le P tilde est réalisé à partir d'un P en X alors que le P bouclé Dans le terme de prochain, est tracé à partir du P droit. Venant, prorata, etc., sur tous, etc., par exécution, pour. Ici, on est encore assez riche en abréviations. Venant connaît une abréviation par suspension. Le etc. suppose une formule, sur tout et un chacun leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir. On trouve ensuite le troisième P spécial de ce texte avec le P barré de part. Celui-ci est comme souvent tracé à partir du P en X. Enfin, exécution connaît une abréviation par contraction. c'est-à-dire qu'on a bien le début du terme avec le E et le X et la fin avec le O et le N. Mais ça devrait être interdit par la loi une abréviation aussi sévère. Vous savez pourquoi je vous arrête? Ça dépend, il y a combien de temps que vous me suivez? Pourquoi on reprendrait pas tout depuis le début? La somme de 500 livres tournoi que le dit receveur présent en confessa avoir eu et le dit connaît un débarré, mais c'était assez attendu, on en a déjà rencontré dans ce texte. Tout comme présent est abrégé à l'aide d'une contraction. Par contre, pour confessa, si on suit Pierre Achard, rien, nada, zéro, que chi, que dalle. Le 9 tyroliens en position initiale n'existe pas. Pour rappel, ça renvoie à con, comme, voire co, et ça se rencontre souvent dans les manuscrits. Reçu du consentement d'édit vendeur en or. Bon pour consentement, c'est le même problème que précédemment, hein, je ne vais pas tirer sur l'ambulance. Notez la présence d'un nouveau débarré dans dédit. Et monnaie, etc. Par les mains de Raoul le Prévost. Monnaie connaît une abréviation par suspension, et c'est pareil, on a déjà rencontré quelques exemples. Pour solutionner le etc., la formule la plus complète se retrouve un peu plus loin dans le registre. Il faut donc lire en or et monnaie de présent ayant cours. Nouveau P barré employé également dans part, et un P tilde dans le patronyme le Prévost. C'est très similaire aux exemples qu'on a donnés dans la première vidéo sur Achard. Maître de ladite frarie et des deniers appartenant.
Outre le nouveau débarré dans ladite, le terme d'appartenant est très intéressant. Oui, le P barré est en position médiane cette fois. Parfaitement. Dans le même mot, on trouve aussi une abréviation par suspension signifiée par un tilde placé au-dessus. Ah oui, c'est du 2 en 1, comme le dentifrice. Haïssel, frari, etc. Dont, etc. Promettant ladite. Ici, pas grand-chose à raconter. Quelques etc. promettant avec une suspension et... Et la dite avec un débarré. Voilà. Passons à des points un peu plus trépidants. Rente, payer par exécution, etc. Et garantir, etc. à. Exécution connaît exactement la même abréviation qu'à la ligne 7. Pour la formule contenue dans le etc., normalement ici, c'est simplement un rappel de la somme due. Donc 500 livres, si je me souviens bien. Là, franchement, pour garantir, c'est très peu intuitif. On a très envie de mettre garantissant, mais un petit peu avant, dans le registre, on trouve garantir exactement dans le même contexte. Comme quoi, il faut toujours revérifier. Toujours. Rakit, toutefois, etc., par rendant la dite somme de. Le rakit correspond au paiement ou aux achats, si vous voulez. Ici, le etc. sert pour toutefois et quand que requis en seront. D'accord, mais pourquoi mettre rendant pour restituer le débarré? C'est clairement pas le plus intuitif. Simplement parce qu'on retrouve la même structure un peu plus loin, mais là, c'est plus clair. Enfin, somme est abrégée par contraction. Puisque cette fois, ce sont 2 M qui sautent et non pas un seul. Tu vois, ça rentre vite finalement. 500 livres tournoi, arrérage, prorata, etc., obligeant les... Pour 500, les chiffres sont exprimés en chiffres romains, et il y a plusieurs C simplement parce qu'il y a plusieurs centaines, comme on croise parfois MM Pour messieurs, ou SS. pour les nazis. Pour saint, au pluriel, avec un S à la fin. Bla 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 bla. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Nous sommes en 1955, Herr Bramar. On peut avoir une deuxième chance? Les nombres ne doivent pas perturber finalement. Même s'il faut toujours se demander si on a affaire à des chiffres romains, des chiffres arabes ou s'ils sont en toutes lettres. Puisque les clercs peuvent utiliser l'un ou l'autre indifféremment, en fonction de ce qui les arrange. Tournoi est sévèrement abrégé par suspension, mais on le rencontre assez régulièrement. Cela dit, bien souvent, l'ensemble livre-tournoi fait une sorte de croisillon. Le terme d'arrérage est abrégé par contraction. Avec les lettres A, R bouclé, R anguleux et S en 6. Celui-ci renvoie au retard de paiement, ce qui reste dû donc. La formule renvoie ici à arrérage, prorata, frais loyaux, ou éventuellement à frais et dépenses sur ceux en suivi. Le haut de obligeant, il est vraiment bizarre, non? Il s'agit d'un haut capital fragmenté. On en connaît d'autres exemples comme celui-ci ou celui-là. Le terme est ici abrégé par suspension, laquelle est simplement signifiée à l'aide d'une boucle terminale. Bien meuble et immeuble de ladite ville. Ainsi, etc., et si jurèrent, etc., renonçant, etc. La dernière ligne est vraiment intéressante. Le premier etc. est pour la formule « ainsi que faire le pouvait ». Que l'on retrouve un peu plus loin dans le registre. Exactement. La méthode commence à être intégrée pour toi. On avance, hein? Le second etc. renvoie à « et si jurèrent et promirent ». Du coup, c'est bien jurèrent qu'il faut lire. Ce n'est pas forcément évident en première lecture. Mais on trouve le terme écrit en toutes lettres au tout début du registre. Ainsi signé N. Doubé avec paraphe et Gigode avec paraphe. Enfin, comme c'est toujours le cas, les signatures sont loin d'être évidentes. Pour assurer sa lecture... Pour assurer sa lecture, il faut revenir au début du registre, comme on l'a vu tout à l'heure. Notez bien qu'on a affaire à des notaires qui maîtrisent bien l'écrit et qui font de jolis paraphes. C'est la décoration autour des signatures, ça, non? Mais est-ce que ça n'aurait pas une autre utilité? L'objectif pour eux est de rendre l'acte infalsifiable en multipliant les entrelacs et les éléments de détail personnels. Certains auteurs vont même jusqu'à produire ce que l'on appelle des ruches qui sont encore plus développées. Ah oui, des fois c'est magnifique.
Au final, arrivé à ce stade des vidéos, vous avez dû vous rendre compte avec moi des limites de la méthode proposée par le médecin et astrologue. Ainsi, la présentation par ordre alphabétique des abréviations trouve très vite ses limites, comme avec ce texte sur les rentes de Rouen. Mais alors, pourquoi Achard aurait fait ça? Simplement que, du point de vue du maître d'école qui a créé le manuel servant à l'apprentissage, en vrai, c'est logique de procéder de cette manière. Il s'agit d'un moyen d'ordonner qui a l'air pratique. Achard pense d'abord à l'usage au quotidien. Sauf que son approche est au mieux un aide-mémoire pour quelqu'un qui maîtrise déjà bien les abréviations. Au pire, c'est le meilleur moyen de perdre n'importe qui se sentirait rassuré avec ce type de manuel entre les mains. Dans les faits, l'apprenant qui voudrait se baser sur une liste d'abréviations de ce type, sans explication et sans analyse plus globale, serait littéralement largué. Pourtant, il suppose que ses disciples pourront poursuivre le travail par eux-mêmes grâce à leurs bons esprits. L'idée, c'est que le manuel leur permettra de facilement pratiquer. Sauf qu'on a vu ensemble que c'est pas gagné. Mais je reconnais qu'il a eu une bonne intuition en proposant de lier les abréviations médiévales et modernes. Il met ses étudiants sur la bonne piste et c'est déjà pas mal. Finalement, Achard incarne plutôt pas mal l'approche humaniste de cette problématique. Si je devais être un brin provocateur, l'humaniste Pierre Achard incarne parfaitement l'ancêtre de l'honnête homme. Un touche-à-tout doué d'une intelligence inclusive. Comprenez, doué en diversité cognitive. Et c'est pas forcément un compliment quand il le dit. En tout cas, j'espère qu'on vous a mis sur les bons rails en matière d'abréviation, puisque vous devez commencer à y voir un petit peu plus clair avec les vidéos de cette chaîne qui traitent du sujet. C'est vrai qu'avec les vidéos sur l'échiquier, on a de quoi faire. En attendant la prochaine vidéo sur un tout autre sujet, tipeuses, tipeurs, futures tipeuses et futurs tipeurs, partagez cette vidéo et aidez les autres à découvrir cette chaîne.